Cette vidéo est la deuxième partie de ma quadrilogie de documentaires réalisés sur le zooparc de Beauval, qui a accepté de m'ouvrir ses portes pour répondre à toutes mes questions et me montrer ses coulisses, afin de découvrir le quotidien des animaux, de leurs soigneurs et des vétérinaires. C'est pour moi un véritable honneur d'être le premier youtubeur à réaliser un contenu en partenariat avec le 4e plus beau parc zoologique du monde, et j'espère que vous apprécierez cette série autant que j'ai apprécié la faire. Ces documentaires sont centrés sur la conservation et la réintroduction des espèces, et ont pour but premier de vous en apprendre plus à ce sujet en vous faisant découvrir des aspects méconnus du grand public, comme l'intérieur d'une clinique vétérinaire zoologique unique au monde. Que vous soyez pour ou contre les zoos, je vous invite à ne pas laisser votre opinion vous empêcher d'apprécier cette série, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, je suis avec Joe, qui est le soigneur responsable des tapirs terrestres, et plus globalement de la secteur asiatique, c'est ça? C'est asiatique, ouais. Très bien. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de training médical avec les tapirs terrestres. Tu vas me montrer tout ça, du coup. C'est ça, on y va. Let's go. Ah, je vois qu'il n'y a pas que des tapirs. Il n'y a pas que des tapirs, non, c'est un enclos mix avec plusieurs animaux de la Sud-Amérique. Donc du coup, là on peut voir les lièvres sont des maras, donc des lièvres de Patagonie. D'accord. On a différentes espèces de canards, là ce sont des dendrocygnes fauves. Il y a des nandous de Darwin, donc les petites autruches là-bas. Et on a des capybaras, donc le plus gros rongeur terrestre, qui sont actuellement de l'autre côté du bassin. Donc des animaux qui ont l'habitude de cohabiter ensemble dans la nature. Des animaux qui se côtoient dans la nature, donc Beauval a recréé des enclos qui en général mixent plusieurs espèces qui viennent du même milieu naturel. Et comme ça permet d'avoir une diversité, une mixité d'animaux qui est sympa pour les visiteurs. Et ça fait des interactions entre les animaux aussi, donc c'est plutôt pas mal. Et il n'y a aucun danger vis-à-vis des uns et des autres? Non, tout est calculé pour que justement sur les animaux qu'il n'y ait pas de prédateurs et de proies dans le même enclos, parce que sinon ça serait compliqué. Et là on peut voir une petite tête qui dépasse dans le bassin. Oui, ah, il s'est caché, oui. Ouais, donc ça c'est notre mâle tapir terrestre, Obi, sur lequel on va essayer de faire du training médical aujourd'hui. Donc les animaux font de l'entraînement médical en volontaire avec nous. Donc c'est-à-dire s'il a envie de venir faire l'entraînement médical, il va le faire. S'il a envie de travailler, on va pouvoir travailler, faire des exercices, lui demander ce qu'on a besoin. S'il n'a pas envie, malheureusement, on fera comme on peut. Et il y a des jours ça avec et il y a des jours sans. Donc ça, on va pas l'obliger. Voilà, on n'oblige pas les animaux, nous on fait comme ils ont envie. Bah, c'est très bien. Obi, Obi, tu viens? Tu sors? Donc on peut suivre le chemin du tapir par les bulles. Ça peut retenir sa respiration longtemps? Très longtemps, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais ça retient longtemps sa respiration. Et comme on peut voir là, il est en train de parcourir tout le bassin quasiment en marchant sur le fond. Des bassins à vision aquatique, on peut voir les tapirs terrestres marcher le long du bassin. Et du coup, on voit vraiment que c'est des animaux qui se mettent au fond, qui marchent comme s'ils marchaient sur la terre et qui parcourent des grandes distances comme ça sous l'eau. Et ils utilisent leur trompe comme un petit peu de tuba, non? Et c'est ça, et des fois on les voit juste submerger, on voit juste les deux narines qui dépassent et ça leur sert pour respirer en restant dans l'eau. Target. Ouais, good boy. Obi target. Obi target. Ouais, good boy. C'est bien mon gros. Oui, en medical training en général chez les animaux sauvages, c'est souvent le clicker ou le sifflet. Il y a quelques animaux qui font aussi à la voix, ça dépend. En fait, c'est aux soignants de trouver le stimuli qui marchera le mieux. Obi target. Good boy mon gros, c'est bien. On se met par là, tu viens, Obi? Obi sit. Obi sit. Ouais, good boy. Obi down. Down. Allez gros. Ouais. Hop. C'est des bananes? C'est bananes et pommes, ouais. D'accord. C'est des fruits qui sont très appétants, très sucrés, donc ça marche bien pour l'entraînement médical. C'est bien mon grand, ouais. Et donc l'avantage des tapirs terrestres, c'est qu'une fois que c'est sur le côté comme ça et qu'on commence à les caresser, c'est des animaux qui se mettent un peu en transe, qui sont un peu dans notre monde, c'est un peu comme des chiens quand on les caresse, ils sont tout contents, tout foufou. Un tapir, ça fait à peu près le même effet. Okay. Et du coup, grâce à ce phénomène, on peut faire pas mal de soins sur eux sans forcément les endormir. Donc par exemple là on peut faire des prises de sang, on peut faire des échos, on fait des soins sur les onglons, sur les pattes. On arrive à faire pas mal de petits soins, nettoyer les yeux, nettoyer les oreilles, en ayant l'animal allongé. Quand on est dans cette phase où il commence à avoir les yeux qui convulsent et la trompe en l'air, et là il se laisse complètement faire. Ouais, il se laisse vraiment bercer par les caresses, on peut en faire ce qu'on veut. La nourriture ne marche même plus là, je lui propose la nourriture, il ne la prendrait même pas. Il se laisserait comme ça caresser parce que pour lui c'est la récompense ultime, c'est la caresse sur le ventre, voilà, c'est
Voilà, il est un peu occupé parce que forcément il y a du monde dans l'enclos, donc il n'est pas complètement relaxé. Mais quand on est tout seul, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et on le désensibilise aussi à la présence des vétérinaires, donc des fois il y a un vétérinaire qui vient avec nous. Et on fait des simulations de prise de sang, des simulations d'injection avec des aiguilles émoussées. Mettre de l'alcool aussi sur une compresse pour les habituer. Si un jour on doit faire une prise de sang ou une injection, au moins ils ont l'habitude de ce sentiment-là. Et pareil, les femelles elles sont habituées à avoir du gel pour l'échographie et de l'appareil à écho. Ah ouais, du coup, cette position est très pratique pour les femelles. Pour les vétérinaires, c'est parfait parce que c'est un animal que nous on peut garder dans cette position assez longtemps. Et les vétos ont vraiment accès aux veines, au ventre, à tout ce qu'on aurait besoin d'avoir sous l'animal. Les onglons, parce que les tapirs ont des onglons assez fragiles, on doit faire des soins régulièrement aussi. Donc voilà, c'est une position qui est pratique pour nous et qui est confortable pour eux. Puis en plus, ils prennent du plaisir, donc tant qu'il y a quelqu'un qui leur fait des gratouilles, il n'y a pas de souci. Ah, j'imagine qu'il doit y avoir une grosse relation de confiance avec le soigneur pour se mettre dans une position aussi vulnérable, non? C'est ça, c'est des animaux qui font confiance à leurs soigneurs, ils nous connaissent depuis longtemps. Les soigneurs qui font le training sont des soigneurs depuis plusieurs années dans le secteur, donc ils connaissent les animaux les connaissent. Il ne faut pas oublier que c'est des animaux sauvages qui à tout moment peuvent avoir une réaction brutale ou qui peuvent avoir peur de quelque chose, mordre, on ne sait jamais. Donc il faut connaître son animal pour savoir à quel moment on va trop loin ou pas. Quand est-ce qu'il va réagir, si d'un coup il a envie de se lever, il faut qu'on soit prêt à sortir de l'enclos ou du box si jamais on sent qu'à un moment il a effrayé par quelque chose. Ah oui. Voilà, faut connaître son animal. Dangereux pour les humains quand même. Ça reste un animal sauvage, donc en fait ça a des fois des réactions qui peuvent être dangereuses pour l'humain. Après, il y a des tapirs terrestres en parc zoologique, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de cas d'agression. Mais ça reste, il y a toujours le pourcentage de minime de chance qu'un jour un animal décide de mordre, pas par méchanceté, mais parce qu'il a eu peur, parce qu'il est surpris. Voilà. Donc, on reste toujours méfiant et voilà pourquoi c'est toujours des soigneurs expérimentés ou au moins bien formés pour l'entraînement médical pour être sûr que voilà, au moins on sait ce qu'on fait quand on est en contact avec l'animal si proche et si longtemps. Et ça pèse combien en moyenne un tapir terrestre? Alors on les pèse une fois par mois, c'est pas moi qui fais la dernière pesée. Obi il est aux alentours des 200 kg. On a une femelle qui est dans les 250, la plus grosse des femelles est à 250 kg. Ouais. Ah oui d'accord. Donc là il est à 190 je crois ou 180 la dernière pesée. Okay. Donc ouais c'est quand même, et puis c'est que du muscle, il n'y a pas de gras, c'est un jeune mâle, il est dans la force de l'âge donc c'est que du muscle cet animal là. D'accord, en effet. Et donc comme on peut voir voilà c'est vraiment... Ah là il est pas mal là. C'est ça. Et on pourrait passer notre journée à faire ça avec lui, lui il serait refait, hein. Ça serait une bonne journée pour lui. Et justement, vous êtes en mesure de savoir quand les animaux sont heureux ou pas? Et auquel cas, de quelle manière Alors, vous le savez? avec l'expérience, on le sait, on le sent, ça se voit. Les animaux qui sont pas bien, ils vont être un peu abattus, ils vont être en retrait des groupes ou un peu isolés, ils vont pas chercher l'attention, ils vont pas forcément aimer qu'on aille vers eux. Donc on va sentir et là tout de suite on va voir ce qui se passe, si déjà il n'y a pas de problème de santé visible ou après on va faire des tests avec les vétérinaires aussi bien sanguins que sur des selles ou des choses comme ça. Et un animal heureux ça se voit bien aussi puisque de toute façon c'est des animaux qui mangent bien, on les sent bien en fait. Après chaque espèce est différente donc c'est pas forcément évident pour chaque animal et pour chaque personne de s'en rendre compte mais quand on bosse, moi ça fait 9 ans que je bosse avec ces animaux là, forcément quand je rentre dans un enclos j'ai pas besoin d'une heure pour me comprendre si ça va ou si ça va pas avec cet animal. Mais ça c'est l'expérience qui parle aussi, c'est parce que à force de voir les animaux, on sait tout de suite un animal qui a tout dans les oreilles dressées, qui va avoir les oreilles un peu pendantes, qui va être un peu en train de tirer la moue dans un coin, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est malade ou qu'il est en train de mourir, mais ça veut dire qu'il y a un petit peu quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors comment on fait pour devenir soigneur animalier? Il y a des écoles Il y a des écoles, ouais. Il y a plusieurs écoles maintenant en France, alors il y en a, je ne sais plus le compte, mais il doit y en avoir 7 ou 8 de nos jours, parce qu'il y en a eu beaucoup des formations qui sont mises dernièrement. Et c'est des écoles en général sur 1 an. C'est des formations qui sont faites pour des gens adultes, donc c'est des gens qui ont 18 ans, qui ont au moins un diplôme. En général, ils aiment bien que les gens aient au moins un bac ou quelque chose parce qu'il faut quand même avoir des bagages. Il faut avoir fait des stages dans certains zoos pour être pris dans les écoles. Et après, c'est des stages, c'est des contacts et avoir la chance au bon moment et l'opportunité d'avoir un emploi parce que c'est très fermé. Voilà. Moi, par exemple, j'ai pas fait d'école. J'ai fait un stage à Beauval et on m'a embauché directement après. Ah oui. Parce que sur mon stage, je les ai convaincus, c'était il y a 9 ans. C'était pas la même façon que maintenant de gérer aussi les embauches peut-être. Et puis voilà, j'ai fait mes preuves en stage, en fait c'est beaucoup ça. Faut montrer pendant son stage qu'on aime les animaux, qu'on a envie et qu'on est là pour ça. Et moi mon truc premier c'est tous les matins quand je viens c'est pour eux et c'est malheureusement pas pour les visiteurs ou pour mes collègues ou pour mon équipe. Moi je viens pour les animaux. Et puis après, j'accommode tout le reste autour, mais c'est eux la priorité quand on vient. Donc quand on a la chance d'avoir un poste de soigneur, en général on va dire oui. Et après, c'est là où on va commencer à faire ses armes, c'est là où on va voir les espèces qui nous intéressent ou pas. Les espèces pour lesquelles il faut se faire former, comme tout ce qui est reptiles et aquariophilie, c'est quand même des trucs très spécifiques.
Après, tout le reste, c'est des métiers qui peuvent s'apprendre sur le tas, je pense. Si on est herbivore, il faut avoir cette passion pour les herbivores parce que c'est vraiment un métier très physique. C'est le soigneur qui, en général, est cassé très tôt parce que c'est beaucoup de grosses charges, beaucoup de gros travail à faire. Donc forcément, c'est physique qui pêche, mais après, tant qu'on a envie de travailler avec ces animaux-là, tout le monde peut le faire, quoi. Ah, et donc, ouais, on sent que c'est pas de la graisse. Hein. Non, ouais, c'est que du muscle. C'est du muscle. Surtout que c'est un jeune mâle, donc en plus, c'est vraiment un animal dans la fleur de l'âge, là. Il est au top de sa forme. Il a quel âge, là? Il a 4 ans. Et ça vit combien de temps? Ça peut vivre une bonne vingtaine d'années. Ah ouais? Un peu plus de 20, entre 20 et 25 ans, on estime la longévité. Là, il est dans des conditions où il est, comme je te disais, tu vois, il est en phase, c'est bon, là, faites-moi des gratouilles, je suis heureux. Et là, un veto pourrait faire une prise de sang, il sait faire. On a déjà fait des prises de sang ou des injections. Même si on lui fait mal, c'est pas en grave, fait, on va vraiment accentuer sur la zone où on veut piquer. Donc, il va procéder des gratouilles. Hop, et puis le veto va arriver, tac, il va piquer. En fait, il va même pas sentir la différence parce qu'il va croire que c'est encore. Enfin, oui, sur le moment, c'est un peu la surprise, mais s'il est dans sa phase où il est loin, il va même pas réagir. Puis ils se font piquer par les étangs, ils se font piquer par les animaux aussi, donc ils ont l'habitude d'avoir des piqûres. Et là, vous en laissez qu'un seul dans l'enclos? D'habitude, il y en a plus, j'imagine. Alors lui, il est avec sa femelle normalement, mais sa femelle est en soins actuellement, celle qui est enfermée en box et en pré-parc aujourd'hui là. Parce qu'elle a un petit coup de mou, donc là, elle est en soins vétérinaires et en traitement. Donc du coup, on les isole pour l'instant tant qu'elle se retape. Mais sinon, du coup, ils marchent en couple, en parc zoologique. Sinon, c'est des animaux solitaires dans la nature. C'est des animaux qui vivent tout seuls, ils se retrouvent que pour la reproduction, et puis après, chacun fait sa vie dans son coin. Ah, mais ils cohabitent quand même, du coup, ensemble En parc zoologique, oui. Okay. Dans la nature, non. Dans la nature, c'est des animaux, chacun fait sa vie. En parc zoologique, ça arrive de voir deux femelles ensemble, ou un mâle avec une femelle, des choses comme ça, bien sûr, ça se fait. D'accord. Et du coup, pour le training, c'est des mots en anglais. C'est pas français, du coup. Non, l'entraînement médical, ouais, c'est fait en anglais. C'est des mots courts et intenses dans la façon de dire les mots. Et du coup, c'est plus facile pour les animaux d'assimiler. Et ils sont entraînés depuis le plus jeune âge, j'imagine. Ils sont entraînés souvent, quand nous, c'est des animaux qui viennent de notre parc, ils ont déjà des bases, certains animaux, surtout les gros animaux comme ça. Et nous, c'est vrai que si tout le monde fait les mêmes mots et les mêmes façons de travailler, moi c'est plus simple quand l'animal est transféré de parc en parc. Si les mots sont en anglais, tout le monde fera les mêmes mots en anglais, c'est plus simple aussi. Que si chacun faisait dans sa langue, les pauvres animaux seraient un peu perdus. C'est vrai. Une vraie peluche. C'est ça. Bah nous, on dit toujours, c'est un vrai chien. C'est notre chien. Tu rentres à la maison, tu fais des gratouilles sur le ventre, ton chien il fait le même comportement. C'est vas-y gratte-moi, bah, c'est pareil. C'est ça. Assis, couché. C'est ça. Les gros herbivores, à part les éléphants qui sont une exception un peu. Ouais. Les gros herbivores, tout ce qui est rhino, tapir, c'est des chiens. C'est des trucs, ça aime les gratouilles, ça aime l'attention. Enfin, c'est des trucs. Alors que c'est pas vraiment ancré dans leur gène, pourtant. Non, c'est pas du tout ça. Et puis nous, on ne favorise pas. On le fait pour l'entraînement médical, mais on fait pas ça tous les jours. On le fait pas par plaisir. Ouais. Enfin, on prend du plaisir, mais c'est pas notre but premier. Mais ouais, c'est comme quoi, c'est des animaux qui ont découvert ça et tous les tapirs terrestres, vous pouvez faire ça sur tous les tapirs terrestres, ils adorent ça, quoi. Ah, ils disent pas non. Non, c'est ça. Pourquoi ils sont menacés, les tapirs? Bah, ils sont menacés comme 90% des animaux, c'est par la déforestation malheureusement. C'est des animaux qui vivent dans la pampa, qui vivent dans les grosses forêts du Brésil notamment et de l'Amérique du Sud. Et forcément, à chaque fois qu'on enlève du terrain de forêt, c'est le terrain des animaux qui se rétrécissent. Et puis c'est la cause première de la mort de ces animaux, c'est la déforestation. Ouais. La perte de leur habitat, vers le Brésil. C'est ça, ouais, c'est beaucoup le Brésil. Et puis forêt tropicale du coup? Ouais, c'est la forêt amazonienne surtout. Ok. Et j'imagine que c'est un bon flair vu c'est un leur très long bon nez. flair. Ouais, c'est ça. En fait, c'est. on va laisser se relever un peu. Tu veux te de lever? toute façon, on peut le laisser. Fini. Ça fait tout à l'odorat et à l'ouïe. Comme beaucoup d'herbivores, ils n'ont pas une très bonne vue. C'est des animaux qui en plus ne voient pas forcément très bien face à eux, qui ne voient pas bien derrière eux, parce que face à eux, il y a la trompe, c'est pas forcément la meilleure vision qu'ils aient. Donc ils entendent très bien et ils ont un très bon odorat, donc c'est avec ça qu'ils se déplacent, c'est avec ça qu'ils font tout. Et la vue, c'est vraiment le sens qu'ils utilisent peut-être le moins. Non, c'est fini mon cours, c'est fini. Il veut encore des friandises. Bah ouais, non c'est fini mon bonhomme. Non, j'en ai pas non plus. Mais c'est pour ça que nous, quand on est dans un enclos, ou quand on vient dans les box le matin, ou quand on va les voir ou quoi, on leur parle beaucoup à ces animaux-là. Comme ça, ils savent qu'on s'annonce, donc comme ça, ils ne sont pas surpris de nous voir d'un coup, de voir quelqu'un débarquer parce qu'ils nous ont pas entendu arriver. C'est voilà, toujours essayer de leur faire comprendre qu'on est là, donc on fait du bruit, on se cache pas, on n'essaie pas de les surprendre parce que c'est des animaux qui peuvent avoir une réaction du coup un peu stressée, un peu apeurée, donc on évite. Ça, c'est la caractéristique du tapir aussi, c'est d'avoir une grosse collerette avec peu du muscle et c'est là-dedans, hop. C'est par là qu'ils s'attaquent entre mâles.
pour la rivalité, quand Ça ils doivent attaque ici, s'accoupler entre avec les mâles? femelles, ils essaient de s'attraper ici. Ouais, Ah, ils se mordent la crête Ouais, ici. c'est ça. D'accord. Et c'est comme ça qu'on soumet le deuxième mâle. Une fois qu'il y en a un qui a réussi à attraper ici, le deuxième mâle n'arrive plus à mordre. Et puis du coup, ils arrivent à montrer que c'est lui le dominant qui va se dire vas-y, tu dégages et c'est moi qui pourrais m'accoupler. Donc j'imagine que vous ne mettez pas les mâles ensemble durant... Non, nous de toute façon on n'a qu'un seul mâle. Ah, Et même d'accord. quand on en a deux, on ne mettra jamais les mâles ensemble pour éviter le moindre conflit parce que mâle et mâle, là ça peut vite partir en carnage et puis on évite. Nous on a déjà nos deux femelles ne s'entendent pas non plus, donc nos deux femelles on a tenté une fois mais on les a jamais remises ensemble Ouais. parce qu'elles s'entendent pas, donc on sait qu'on évite ce genre de choses là. Vous arrivez à les séparer si Comme ça dégénère? l'avantage c'est comme on a deux enclos, on peut gérer comme on veut. Et quand ça dégénère, des animaux comme ça, séparés, c'est pas évident. Oui, 200 kilos à stopper. C'est ça. Ouais, les deux femelles quand elles se sont mises ensemble, on les a mis ensemble une fois. J'ai dû me mettre entre les deux pour les séparer, j'ai volé, hein. J'ai pris cher, donc on essaie de ne pas faire tout le temps ça. Les mises en contact, on les fait une fois, ça n'a pas marché. Si on n'a pas besoin de le faire, on ne le refait pas. Ok. Et vous avez réussi à avoir des petits avec le couple du coup? Non, toujours pas. Obi est arrivé il y a presque 2 ans, 1 an et demi maintenant. Et pour l'instant, il n'a pas encore réussi à faire de bébé. Donc, Et c'est combien le nombre de bébés par portée? c'est un bébé par portée. Ah oui, un seul. Et c'est 13 mois de gestation. Souvent, les gros herbivores, c'est un seul bébé, ça ne marche pas à deux. En parc zoologique, ça se reproduit assez bien. C'est pas une espèce qui ne demande pas des conditions très compliquées et qui, en général, les zoos arrivent à reproduire, je ne vais pas dire facilement, mais plus facilement que d'autres espèces, les tapirs terrestres en tout cas. Ok, donc il y a une vraie valeur ajoutée pour la conservation de cette espèce-là. Oui, Pour les zoos, hein. carrément. Et après, c'est le coordinateur, donc le coordinateur européen, qui est la personne qui est en charge de. Il y a un coordinateur pour chaque programme de conservation, pour chaque espèce qui est soumis à un programme de conservation. Il y a une personne qui est du coup en charge de se dire tel animal et tel animal a eu un bébé, où est-ce que je vais envoyer ce bébé pour qu'il reproduise avec des animaux qui ne sont pas de sa lignée génétique. Ah oui, Donc, en fait, il y a quelqu'un qui suit c'est ça. l'ensemble au niveau macro. C'est ça, ouais. européen, donc ça s'appelle un coordinateur d'une espèce, un coordinateur EEP, et qui lui va dire ok, admettons Obi et notre femelle Chiquita ont un bébé, alors elle vient de t'aligner, lui vient de t'aligner, le bébé c'est un mâle, ok, je vais l'envoyer dans tel parc en Europe, en Allemagne, je sais pas, tel parc, pour qu'il reproduise avec cette femelle-là, parce que cette femelle-là vient d'une autre lignée, donc ça fait une nouvelle descendance, ça évite d'avoir la consanguinité. C'est comme ça qu'on gère en parc zoologique les reproductions d'animaux. C'est pas le zoo en lui-même qui décide, c'est un coordinateur, une personne qui va dire tel animal et tel animal peuvent se reproduire, celui-là et celui-là ne peuvent pas parce qu'ils sont proches génétiquement. Et vous pouvez même pas garder du coup leur enfant En général non, puisque nous notre but premier c'est de garder les parents et après d'envoyer les enfants dans d'autres zoos pour qu'eux aussi puissent faire des familles et se reproduire. Donc ça c'est le but premier que nous on a. Donc en général il y a très peu de bébés qu'on garde sur le parc. Ça peut arriver parce qu'il n'y a pas de place pour les passer ailleurs pour l'instant ou pour une raison X ou Y, on peut garder des bébés, mais souvent c'est des animaux qui vont être voués à partir dans un autre zoo, en transfert. En général, les espèces qui sont soumises au programme de conservation augmentent, puisque forcément la personne va bien gérer, s'il gère bien son programme de conservation, normalement les espèces se reproduisent quand il faut reproduire. Quand des zoos ouvrent une nouvelle installation, admettons un nouveau zoo, demain veut des tapirs terrestres, ils vont appeler le coordinateur qui va dire ok, j'ai tels animaux qui sont disponibles dans tel zoo, donc forcément ça va créer des nouveaux groupes, des nouveaux couples. Donc oui, ça permet d'accentuer le nombre d'animaux. Après malheureusement, c'est aussi la lutte de stopper les espèces qu'il faut arrêter de reproduire s'il n'y a plus de place. Si tous les zoos en Europe, admettons, ont trop de tapirs terrestres et qu'on ne sait plus quoi en faire pour un moment donné. Dans ce cas-là, est-ce que vous les réintroduisez ou pas? Pour les tapirs terrestres, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de programme de réintroduction. C'est un animal pas forcément évident à réintroduire, puisque ça son territoire, il faut réintroduire dans un territoire où il n'y a pas déjà un tapir terrestre, ça dépend de beaucoup de moyens, beaucoup de logistique. À Beauval, on a réintroduit quelques espèces, mais pas encore les tapirs terrestres. Je ne sais pas si un jour ça se fera, ça sera l'avenir qui nous le dira. Et je ne crois pas qu'il y ait de zoo qui ait réintroduit de tapirs terrestres aujourd'hui. Et leur territoire, ça s'étend sur combien de mètres, kilomètres? Beaucoup. C'est des animaux qui marchent beaucoup pour chercher la nourriture dans la nature, donc c'est des kilomètres et des kilomètres de territoire par animal. Et du coup, cloisonner dans cet enclos, ça lui suffit? Ça lui suffit parce qu'il n'a pas besoins. Il n'a pas besoin de chercher de nourriture en fait. Le but premier des animaux, c'est de chercher la nourriture. C'est pas que les animaux ont des gros territoires en général, c'est ou pour la reproduction ou pour la nourriture. C'est ça qui font qu'ils ont des territoires plus ou moins grands dans la nature. Un animal à qui on va donner une femelle pour s'accoupler et de la nourriture tous les jours, en fait, il va se contenter de ce qu'il a et ça va lui suffire parce qu'il n'a pas besoin de chercher ailleurs. D'accord. Alors on peut toujours imaginer des plus gros enclos et des enclos plus magnifiques, ça c'est toujours mieux. Moi c'est mon rêve premier d'avoir des enclos d'hectares et des hectares pour les animaux, ce qui est logique, je suis soigneur. Mais le but premier de l'animal, c'est on peut lui donner des hectares. S'il a de quoi manger, il a de quoi vivre, il a une femelle pour se reproduire et qu'il est bien dans sa tête et bien dans son corps, il va rester dans le bassin toute la journée et pas forcément exploiter les hectares par exemple. Ok.
Et ça les stresse pas de voir les visiteurs les regarder si Bah près non, pas du tout, ils ont l'habitude en fait. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, ils sont tellement habitués de voir du monde qu'au final c'est. On pensait que le fait que le zoo était fermé pendant 8 mois et qu'on rouvre, les animaux allaient être hyper stressés de revoir des visiteurs, d'avoir entendu du bruit. Et en fait pas du tout. Nous, nos animaux, ça a quasiment rien changé, on n'a pas vu de changement de comportement, on n'a pas vu de. Pas de changement d'habitude. Non, pas de changement d'habitude. Au confinement. Alors pendant 8 mois on a fait notre vie avec eux, il n'y avait pas de bruit et ils voyaient que nous. Et ils ont des endroits où se cacher si jamais ils veulent ne plus être vus. Ouais, voilà, ils ont les petites cabanes où ils peuvent se cacher. Ils aiment bien se cacher dans les recoins des enclos aussi où ils peuvent être vus, mais que par un petit endroit ou une salle, enfin quelques personnes, mais pas toute la passerelle. Donc ouais, ils peuvent se réfugier à certains endroits un petit peu. Ouais. Ok. Voilà, la petite trompe qui lui sert de tuba quand il va dans l'eau. Toujours pratique pour rester immergé le plus possible. Dans la nature, ça lui permet de se cacher des prédateurs, parce que du coup, c'est un animal qui est prédaté dans la nature aussi. Et c'est quoi ces prédateurs? C'est le jaguar. Ah, c'est le jaguar. Ça va être son principal prédateur, parce que sur le milieu terrestre, en Amérique du Sud, c'est que le jaguar qui est présent. Et du coup, ça va être son principal prédateur, ça sera le jaguar. Et donc, le fait de se mettre dans l'eau, immergé complètement, les jaguars peuvent passer à côté sans voir que l'animal est dans la flotte, puisqu'il va pouvoir se cacher complètement dedans, quoi. Ouais, le jaguar s'attaque à des animaux qui font 250 kg. Ouais, un jaguar peut s'attaquer à des tapirs terrestres sans souci. La friandise parfaite, c'est un capybara. Pour un jaguar, les capybaras, c'est un régal. Tous les animaux de la plaine, là, ils sont pesés une fois par mois. Vous arrivez à les peser, du coup, chaque animal, à les manipuler. Ouais, nous, on fait un gros suivi de pesée sur beaucoup d'animaux du secteur. Justement, ça permet de savoir d'avoir les premières anomalies. Un animal qui va pas bien, c'est souvent une perte de poids qui va commencer. Et si on voit qu'un animal perd du poids sur plusieurs pesées, qui commence à être un peu les côtes creusées, là on va pouvoir commencer à dire au veto, attention, là un animal qui perd du poids depuis un moment, on voit que morphologiquement il est un peu moins bien, et c'est là où on va commencer à faire plus attention, et des fois c'est là où on peut déceler des petits problèmes de santé ou des choses comme ça. Ouais. Donc, à contrario, vu qu'ils sont dans un endroit qui est plus petit de ce qui serait à la nature, est-ce qu'ils prennent du poids par exemple avec la nourriture à volonté, si le régime alimentaire est mal fait, ils peuvent prendre du poids. Okay. L'avantage, c'est qu'on a une veto qui bosse sur le régime alimentaire à Beauval, qui fait des régimes alimentaires à peu près structurés et carrés pour chaque espèce, donc elle fait des recherches par rapport à ce qui est connu. Et on a des régimes alimentaires qui sont normalement faits pour cet animal, en sachant qu'un animal de tel âge va avoir une ration comme ça, un animal de telle espèce va avoir une ration particulière aussi. Enfin, voilà, chaque animal a sa ration, donc il y a beaucoup de rations alimentaires à faire sur le parc, parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Mais voilà, nous on a une fiche de ration pour chaque espèce et on sait que tel animal mange ça, tel animal mange ça, et tel granulé, telle ration, tel légume, tel fourrage, enfin voilà, tout de A à Z. Puis suivre les saisons aussi, peut-être plus ou moins de poids. Et les légumes, on fait par rapport à la saisonnalité aussi. Ok. Et ça mange combien de kilos par jour Un tapir terrestre? Ouais. En légumes, on est à 4 kg de légumes le matin par tapir terrestre. Le soir, on est à 5 kg de légumes, plus 500 g de granulés. Donc voilà. Ça, une bonne assiette quoi. Et après c'est de la luzerne à volonté, donc ils ont de la luzerne, enfin à volonté, une grosse quantité de luzerne dans les box seulement, parce que sinon les autres animaux en mangeraient, et comme c'est les seuls à en avoir, c'est séparé, ils en ont que le soir. Mais ouais, c'est une bonne assiette. Puis en plus ils partagent les rations des autres animaux, puisque les autres animaux ont leur ration aussi le matin, et comme on met tout dans la plaine, chacun mixe les rations, chacun mange chez le voisin, et c'est toujours meilleur dans l'assiette de l'autre. Mais après le soir ils ont chacun leur ration dans leur box, simple, c'est plus facile pour mettre les traitements, pour avoir un vrai suivi de ce qu'ils mangent. Ok. Étonnamment, il y a beaucoup d'animaux qui aiment bien être dans leur box et qui parfois sont compliqués à sortir dans les enclos et très faciles à rentrer dans les box. C'est leur confort, c'est leur maison, c'est leur zone de sécurité. Et c'est là où il y a la nourriture, c'est là où il y a le soigneur qui passe et qui peut donner des attentions, qui peut aller les voir, qui peut être avec eux. Le mâle rhinocéros indien, c'est un exemple typique où c'est un animal qui préfère être dans le box qu'à l'extérieur, quoi. Et c'est une mission de le réussir à le sortir tous les jours. Par contre, à rentrer, c'est doigt dans le nez, quoi, tous les jours. Voilà, nous, nos animaux préfèrent être pas préfèrent, mais en tout cas, ils sont pas compliqués à rentrer, on va dire. Oh bah Vu que c'est la nourriture en général, ça marche bien. Ça marche avec beaucoup d'animaux la nourriture. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Même avec les humains. Et après, il y a 4 sous-espèces de tapirs en tout. Donc tapir des montagnes, tapir de Béarn, tapir du Brésil, tapir terrestre, quoi, et tapir malais. Okay. Donc nous, à Beauval, on a 2 sous-espèces sur les sous-espèces qui existent. Et tapir malais, du coup, je m'en occupe aussi. Mais ils ont le même ancêtre. Ils ont le même ancêtre, ouais. C'est la même espèce, sauf que voilà, c'est des sous-espèces différentes. Le tapir malais, il fait 100 kg de plus qu'un tapir terrestre, par exemple. Ah oui. Il est moitié noir, moitié blanc. C'est le même animal, mais en plus gros et en couleurs différentes, mais c'est la même bête. Également menacé, j'imagine. Très menacé. Tapir malais plus que le terrestre, je pense. Plus que le tapir terrestre. Je pense.
Pareil à cause de la déforestation. Déforestation, toujours pareil. Malheureusement, c'est des animaux qui vivent dans les grosses forêts où on rase tout pour faire les plantations de soja et l'huile de palme. C'est les gros débats écologiques qu'on connaît de nos jours. Donc la réintroduction serait difficile. Pareil. Parce que tant qu'on n'a pas, fera pas agrandi de nouveau les forêts, voilà, c'est peine perdue pour l'instant. C'est ça. Idéalement, avant d'agrandir, ça serait d'arrêter la déforestation. Oui, déjà. Et après, essayer de regagner de la place pour reforester tout ça. De toute façon, c'est pour les animaux, mais pour nous aussi, donc on le sait que. Oui. On sait où est-ce qu'on va, hein, malheureusement. Donc vous avez combien de girafes en tout en ce moment? Eh bien là, donc on a le groupe des femelles où elles sont 5, il y a le petit et puis du coup il y a le gros mâle au bout, lui qui va rejoindre après le groupe des femelles. D'accord. Le petit, il a quel âge? Le petit, il a 2 mois. 2 mois? Ouais, ah ouais. Il est né début juillet. Ouais. Ah, il est déjà bien grand pour 2 mois. Ouais. Oui, il profite bien. Ouais. D'accord. Ça mesure combien de mètres environ une girafe? Alors là, lui, il est aux alentours de 2 mètres à peu près, enfin à peine. Ouais. Et du coup, là, les femelles adultes vont... Alors là, elles sont encore un petit peu jeunes, mais sinon, elles vont atteindre à peu près 4 mètres. 4 mètres? Ouais. Ouais, d'accord. Pour un poids d'environ combien? Ça peut varier, c'est à peu près 700 kg jusqu'à 1 tonne pour les gros mâles. Ouais. D'accord. On voit qu'elles sont habituées aux humains. Elles n'ont pas peur de se rapprocher de nous Oh bah non, elles sont habituées déjà parce qu'elles voient du monde tout au long de leur journée. Voilà, il y a les visiteurs et puis du coup elles sont habituées aussi à nous voir nous. Donc là c'est le petit-déj qu'elles prennent avec nous et du coup elles ont l'habitude, elles sont plutôt assez cool. Elles se laissent facilement manipuler? Ouais, elles se laissent facilement manipuler, alors quand elles en ont envie évidemment, mais en règle générale, en plus du moment qui est la petite récompense, qui est le granulé ou voilà, un petit peu de nourriture, en général, elles se laissent assez bien manipuler. Ouais. Mais j'imagine qu'il n'y a pas de training médical comme avec les tapirs. Ça doit être différent avec ces grands herbivores. Oui, c'est différent, mais on fait quand même de l'entraînement médical. Justement, là, sur la passerelle où on est, déjà, on les pèse toutes sur la balance qui est juste en bas. Là. Ah oui, d'accord, elles sont entraînées à monter tout leur corps sur la balance. Voilà, exactement. Donc en volontaire, hein, bien sûr. Et du coup, pareil, on essaie de les désensibiliser aussi au niveau des prises de sang. Et on a même réussi 1 ou 2 fois à faire des radios aussi. Et pourquoi les girafes sont menacées en ce moment? Alors les girafes, elles sont menacées dans la nature, déjà pour leur peau et aussi en viande de brousse. Et au niveau aussi de leur habitat qui est détruit avec la déforestation aussi. Et c'est facile à reproduire en zoo? Alors oui, en zoo, ça se reproduit relativement bien. Après, nous ici, c'est le tout début puisque nos femelles étaient un petit peu jeunes et du coup, là, elles commencent tout juste à pouvoir se reproduire. Donc, on a déjà eu 2 naissances de girafons par voie naturelle. Donc, c'est plutôt une réussite en tout cas. Pas besoin d'insémination artificielle? Du tout, non. Non, non. Et ça vit combien de temps une girafe? Alors, une girafe, ça vit entre 25 et 30 ans à peu près en captivité. Et vous êtes en mesure de savoir si vos animaux sont heureux ou malheureux et auquel cas de quelle manière? Alors, déjà, elles ont tout un suivi vétérinaire donc, pour prévenir de tout ce qui est maladie, voilà, petits bobos, etc. Après, il y a aussi
l'observation des soigneurs au quotidien, qui est quand même notre travail sur le bien-être animal au quotidien. Là, on le voit, les girafes, voilà, elles viennent, elles mangent bien, elles sont toutes en bon état général de santé. C'est quand même des signes de bonne santé. D'accord. Voilà, on a de la reproduction, donc c'est plutôt des facteurs qui sont encourageants, quoi. Ouais, des girafes malheureux, ça ne se reproduirait pas, par exemple? Bah oui, ou alors on aurait vraiment des individus pas bien, qui resteraient prostrés dans un coin, plutôt amaigris, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous, quoi. Et j'imagine qu'ils ont quelques enrichissements parfois? Oui, alors on essaie de faire notre maximum, hein. On leur donne des branchages frais très régulièrement. Que vous pendez du coup? Oui, qu'on pend, voilà, pour reproduire comme elles le feraient dans la nature, hein, manger en hauteur avec leur langue. Après, on peut leur faire aussi, voilà, des petits goûters. L'été, on leur fait des petits glaçons, en fait, où elles vont devoir lécher le glaçon pour récupérer à l'intérieur des fruits ou des petits légumes coupés. Donc, oui, on essaie de leur faire quelques petites choses sympas pour qu'elles ne s'ennuient pas dans leur quotidien. Et en hiver, elles restent à l'intérieur? Alors, elles restent ou à l'intérieur, ou alors elles vont sortir un petit peu donc, dans ce qu'on appelle les pré-parcs, ou sur le parc en sable devant. Parce qu'en général, le parc est mouillé, et donc on fait attention, parce qu'une girafe qui glisse, ça peut être très dangereux, quoi. Ah oui. Et puis là, du coup, aujourd'hui, particulièrement, le terrain est assez boueux du Ouais, fait de la ça. pluie. Voilà, du coup, exactement. Donc du du coup, pareil, elles vont sortir devant et un petit peu sur le parc en sable. Ouais. Ok. Et même en tout temps, j'imagine que des grands herbivores comme ça détruit rapidement des terrains à force de marcher, de brouter. Alors, il y a un entretien, j'imagine, continuel. Ah oui, il y a un entretien continuel de la plaine. L'hiver aussi, on en profite pour refaire le gazon, pour remettre de l'herbe, pour remettre tout en état le terrain, pour qu'en fait, justement, ils puissent profiter du terrain quand il fait beau, donc à partir du printemps et l'été, et qu'ils puissent aussi manger de l'herbe, tout simplement. Parce que sinon, sinon si on ne faisait pas un temps de pause pour permettre à l'herbe justement de pousser et de se refaire, ce serait plus que de la boue, et voilà, quoi. Après, les girafes, c'est pas vraiment les animaux qui vont le plus abîmer la plaine à l'extérieur, c'est surtout les rhinocéros, parce que du coup, ils sont lourds, et que du coup, forcément, des animaux de 2-3 tonnes, quand le terrain est un peu glissant, un peu humide, ça abîme beaucoup plus vite qu'une petite antilope, quoi. D'accord. Vous les sortez même quand il fait -5 Alors, ça dépend. En fait, c'est pas tellement la température qu'on prend en compte, mais plus la météo en général, l'humidité surtout qui est très importante. D'accord. S'il fait voilà, vraiment très humide, qu'il pleut, qu'il n'y a pas du tout de soleil, oui, il peut faire rapidement froid. C'est vraiment le ressenti en fait qui est important. Il peut faire -5, mais avoir un très très beau soleil comme on peut avoir des fois l'hiver. Ouais. Et là, on va pouvoir se permettre de les sortir quelques heures. Voilà. On adapte vraiment selon la météo, quoi. D'accord. Donc ça, du coup, c'est les 2 femelles. Et le mâle va sortir après. Vous les mélangez pas dans l'enclos, du coup, mâle-femelle? Si, c'est juste que lui, il est dans l'autre box à côté. Donc en fait, c'est juste le temps qu'ils sortent. Si, ils sont ensemble la journée. Et à l'intérieur, par contre, vous les mélangez pas? Alors, mâle, femelle, non. Après, ça dépend des espèces. En règle générale, on sépare pour éviter les conflits. Dans des lieux clos en plus, voilà. Donc ça évite les conflits. Et puis, vraiment, quand ils sont dans les bâtiments, dans les box, c'est vraiment pour qu'ils soient tranquilles, justement, la nuit, à manger chacun leur ration. Et le but, c'est pas de créer des conflits ou voilà, quoi. D'accord. Et ça permet aussi, tu vois, si tu as des animaux un petit peu dominés, justement de pouvoir être tranquille et de pouvoir manger correctement en fait leur ration, etc., quoi. Ok. Donc ça après c'est nous qui jugeons en fait en fonction des espèces et des individus de savoir qui peut être avec qui ça se passe bien et avec qui il vaut mieux éviter parce qu'on sait qu'il va y avoir des conflits, ce genre de choses, quoi. Et alors de leur côté, les rhinocéros, pourquoi ils sont menacés? C'est des rhinocéros blancs, hein, c'est ça? Oui, ici, là, ce sont des rhinocéros blancs. Alors eux, ils sont extrêmement menacés, surtout à cause de leur corne qui est très prisée sur le marché asiatique. Mais du coup, voilà, c'est... Vous faites du braconnage, ouais? Exactement. Et il faut savoir que
une fausse croyance, puisque au fait, la kératine, c'est comme nos cheveux et nos ongles, donc en fait, ça apporte absolument rien. Ouais, en termes de médecine. Non, non. D'accord. Et alors justement, il y a eu un incident il y a 4 ans aux Hautes-Thoiries où il y a un des rhinocéros blancs qui a été braconné, tué pour sa corne, à l'intérieur même de son enclos. Ouais. Est-ce que vous avez changé la sécurité suite à ça ou... Alors ouais, nous on a forcément, du coup, on a été obligés aussi de renforcer la sécurité. Déjà, nous, les rhinocéros sont tous rentrés la nuit en bâtiment. Il n'y a pas de rhino dehors en enclos. Et pour le coup, il a été braconné à l'intérieur même du bâtiment. Et du coup, voilà, nous, on a rajouté des sécurités, des caméras et des alarmes. Voilà. Il y a aussi des personnes de la sécurité qui font aussi des surveillances la nuit à l'extérieur du parc aussi. Voilà. D'accord. La sécurité, du coup, a été renforcée, quoi. Vous êtes prêt à cette éventualité Prêt, non. Je ne sais pas si on peut être prêt à se dire qu'il y a des gens qui voudraient un jour venir pour tuer nos animaux. Non, concrètement non. Mais après, j'espère. On voit ce qui se passe dans un autre zoo de France finalement. Ouais. J'espère que ça arrivera jamais chez nous parce que c'est vraiment quelque chose de dramatique mais horrible. Et non, j'espère qu'on n'aura jamais à vivre ce genre d'événement. Mais normalement. Ah ouais, c'est tellement rugueux. C'est rugueux, mais en même temps, la peau est quand même assez sensible, parce que là, s'il vient comme ça, c'est parce qu'il sent aussi nos caresses. Ah oui? Et qu'il adore ça. C'est parce qu'il s'est roulé un petit peu dans la boue aussi, non, j'imagine? Ah bah, il s'est roulé, là encore, il est relativement propre. Hein. Okay. Il y a des fois, il est beaucoup plus sale. Mais voilà, il faut savoir que les rhinos, ils adorent les gratouilles et que vraiment, les rhinos blancs, c'est... Ah oui, il écarte un petit peu la patte. Ah bah ouais, ils adorent ça. Ah oui, là, c'est un peu plus mou. Ouais. En effet, sur les articles. Et puis c'est sur des gros animaux comme ça, c'est vrai qu'eux ils ont du mal à se gratter des fois. Première fois que je touche un rhinocéros. Ouais. Après les rhinos blancs sont assez cool. Hein. Il y a d'autres rhinos qui sont moins... Après ça doit dépendre des individus, mais c'est vrai que nous en tout cas chez les rhinos blancs, ils ont toujours été cool. On a toujours eu des rhinos qui aimaient justement le contact à venir et à se faire caresser. Ouais. Et il y a un risque de mélanger des rhinocéros avec des girafes, des antilopes, des autruches, par exemple s'ils les chargent Alors après, c'est pas des animaux qui vont charger, qui sont très agressifs non plus. Hein. Je veux dire, ils ont l'habitude de côtoyer les autres animaux de la plaine. On n'a pas de problème de ce côté-là. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est en général quand on a des naissances et des bébés, parce que des fois les petits sont un petit peu fougueux et voilà, ils aiment bien courir, donc ça met de l'animation, on va dire, un petit peu dans la plaine, donc c'est juste là où il faut faire un petit peu attention. Sinon, après, tout le monde se tolère, la plaine elle est assez grande pour accueillir tout le monde. D'accord. Vous n'avez jamais eu d'incident de rhinocéros qui charge un animal? Non, franchement, les rhinocéros, ils sont plutôt assez cool et vraiment, c'est pas eux qui nous causent problème du tout dans la plaine, quoi. Non. D'accord, ok. Et ils ont également leurs enrichissements, j'imagine? Ouais, ils ont leur enrichissement aussi. Alors eux, ça va être moins alimentaire, mais plus, on va dire, voilà, des gros troncs pour qu'ils puissent se gratter, des gros troncs qui puissent se gratter la corne, qu'ils puissent se gratter aussi au niveau du ventre, tout ça, parce que du coup, c'est des gros animaux et qu'ils ont un peu plus de mal, forcément, à se gratter tout seuls. Et voilà, après ils ont besoin de frotter leur corne aussi régulièrement, donc pour eux c'est important de pouvoir avoir aussi ce genre de choses pour le faire. Et puis après, voilà, surtout ce qui est important, c'est aussi d'avoir des trous de boue à disposition pour eux, qu'ils puissent se rouler justement dedans pour que ça leur protège en fait la peau au niveau des insectes et du soleil. D'accord. Vous êtes arrivé à avoir des reproductions? Oui, on a déjà eu des bébés aussi ici, on en a eu plusieurs. En plus, ça a été toujours des reproductions naturelles, donc, ce qui est plutôt bien parce que c'est des grosses espèces et où les reproductions parfois peuvent être difficiles, donc du coup on est plutôt content que ça fonctionne bien. D'accord, c'est combien de mois pour la gestation? Les gestations sont assez longues, hein, c'est 16 mois de gestation. Pour un bébé? Pour un bébé, ouais. Ça aide pas à repeupler l'espèce du coup. Et non, ça aide pas et voilà, les bébés quand ils naissent n'ont pas de cornes, donc en général c'est pas vraiment les cibles des braconniers, mais bon, il faut savoir qu'au moment où ils tuent les mamans, s'il y a des jeunes
qui ne sont pas encore sevrés de toute façon, et ils ont peu de chances de survie tout seuls, quoi. Ouais. Et vous avez transféré du coup les bébés que vous avez eus? Ouais, ils sont partis dans d'autres zoos, ouais, exactement. D'accord. Du coup, on les appelle les rhinocéros blancs, mais finalement, ils ne sont pas si blancs que ça. Il me semble que c'est un problème de traduction, ouais, c'est ça, c'est un problème de traduction où en fait le white, en fait, c'était pas par rapport à la couleur, mais en fait plus par rapport à la bouche plate, du fait que ce soit voilà, un animal brouteur, et donc du coup ça a été mal traduit, mal compris, et du coup c'est devenu rhino blanc, alors que ça n'a rien à voir avec sa couleur, puisqu'il n'est pas vraiment blanc, non. D'accord, très bien. Donc nous sommes avec Antoine pour faire un enrichissement pour les gorilles, qui ensuite on leur donnera. Exactement. Très bien. Donc je te laisse me guider pour faire cet enrichissement. Et du coup, le principe d'un enrichissement, c'est d'occuper les gorilles dans la journée. Donc là, on a deux types d'enrichissement sur la table. Là, on a un tube en PVC, très rigide et très résistant, où là, on va mettre un bouchon du vrillon. Le vrillon, c'est de la paille de bois. D'accord. Donc là, tu vas faire un bouchon comme ça. Tu vas en mettre de l'autre côté. Et après, tu vas mettre de la pâtée dedans et tu le refermeras. Ouais, super. Comme ça? Encore un petit peu. Comme ça, avec leurs gros doigts, ils ont du mal à le sortir. Hop. Plus c'est compliqué et mieux c'est. Voilà. Et ensuite, je mets la pâtée dedans, c'est ça? C'est ça. Ok. Et c'est constitué de quoi, cette pâtée? Alors là, j'ai fait, c'est des croquettes qu'ils ont tous les matins normalement au petit-déj, des home banana. Donc à base ça sent la banane, ouais. Ouais, à base de banane. Et j'ai rajouté des cornflakes nature avec un peu de sirop de fraise. D'accord, et ils adorent ça. Ouais, là c'est la friandise. Et les enrichissements, c'est tous les jours? Pas tous les jours, mais régulièrement. Pour pas tomber dans une routine, pareil, on a différents types d'enrichissement, donc c'est jamais la même chose, c'est jamais aux mêmes horaires. Comme ça, il n'y a pas de routine qui s'installe à se dire bon, on va attendre notre enrichissement, et ils ne savent jamais comment ça va arriver, et ils ne savent jamais ce que ça va être non plus. Donc tous les jours, c'est la surprise. Et ils arrivent à voir ça à l'intérieur? Ils font comment pour les prendre? Du coup, le principe, ils vont essayer d'enlever le bouchon, ils vont prendre ce qui va sortir au début, et après tout ce qui est au milieu, ils vont devoir prendre un bâton et récupérer la nourriture avec le bâton. Ah oui, du coup ils utilisent des outils. Les gorilles sont capables d'utiliser des outils, ouais. Super, là tu vas pouvoir refermer Les gorilles en milieu naturel sont capables de prendre un bâton pareil et d'aller dans les fourmilières essayer de récupérer des petites fourmis. Ou encore, ils ont été aussi observés en train de sonder la profondeur d'une rivière pour pouvoir traverser en prenant un bâton et sondant le sol. Ah oui, d'accord. Hop. Super. Comme ça, c'est bon? Ouais. Tac. Je fais le deuxième? Tu peux faire le deuxième. Et ils vont pas se battre pour celui qui va avoir... Là, j'en ai fait pour tout le monde, donc il n'y aura pas de souci. Là, le principe, c'est qu'on va aller dans l'enclos, on va répartir tout ça, on va tout cacher. Et après, ça va être ce qu'on appelle nous un repas free, du coup, où tout est en libre. Et c'est eux qui arrivent et récupèrent tous leurs morceaux et ils mangent à leur guise. Du coup, il y a aussi le fait de devoir faire l'enrichissement, mais aussi de chercher la nourriture. Ils ont un bon odorat? Ça va, ouais. Après, c'est la chasse aux œufs de Pâques. Hein. Les jeunes, ça va courir dans tous les sens pour faire toutes les cachettes. Il y a combien de soigneurs pour les gorilles? On est une équipe de 6 soigneurs. 6 soigneurs que pour les gorilles? Que pour les gorilles, gorilles et ouistiti. Et du coup, pour les gorilles, par jour, il y a 2 soigneurs fixes. Ok. Hop. Nickel. Donc là, on va passer à un deuxième type d'enrichissement, du coup. C'est un peu le même principe. Là, c'est un tronc qu'on a percé, du coup. On va mettre une autre mixture un peu plus liquide au milieu. Et après, on va le refermer avec un bouchon. Et là, ils auront juste des tout petits trous pour récupérer. Donc là, c'est plus encore un travail de précision. Et là, ils doivent découper une branche, la mettre à la bonne taille pour pouvoir récupérer la nourriture. Ah, ce sera à eux de créer leur outil? Là, c'est ça, ouais. Ah oui. Donc ça va prendre du temps pour eux, du coup. Exactement. Ça va les occuper un bout de temps. Oui. Donc je les mets dans les trous? Ouais, dans les petits trous. Et c'est composé de quoi, cette mixture-là? Là, c'est de la blédine, c'est les céréales pour enfants goût brioche.
D'accord, donc ils sont en mesure de manger des aliments pour humains. Oui. On les soigne aussi, pareil, avec les mêmes médicaments qu'on utiliserait pour un humain. Quand ils ont un mal de ventre ou un mal de tête, on peut utiliser du Doliprane. Oui. Ils sont très proches de nous, c'est pas juste un mythe. C'est vrai que quand on regarde un gorille dans les yeux, on a vraiment l'impression de voir un regard humain. C'est très perturbant, je trouve. C'est vrai. D'ailleurs, est-ce qu'il faut ne pas regarder un gorille dans les yeux? Et peut-être que pour lui, c'est un signe de défi, j'imagine. C'est ça, exactement. Ouais. Ça peut être un regard insistant, ça peut être signe de conflit. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut croiser leur regard, hein, mais après, il faut dévier et passer sur un peu plus haut ou un peu plus bas pour éviter de les regarder avec insistance. Et vous vous permettez de rentrer dans leur enclos ou Jamais avec eux, ouais. Trop dangereux. Trop dangereux, ouais. Ils ont beaucoup trop de force. Et, même pour un câlin amical, on n'est pas assez résistant. Est-ce qu'il y a du training qui est fait avec eux? Oui, par contre, oui, pour éviter un fléchage pour chaque intervention, on fait du training. À travers les cages, du coup? C'est ça, toujours avec une barrière entre nous et eux. Et là, on leur demande sur commande de nous donner leurs mains, leurs pieds, leurs jambes, leur dos, pour voir s'il n'y a pas de blessure et pouvoir faire des désinfections, des injections s'il y a besoin, des échographies aussi si possible. Ah oui, et ils se laissent faire, du coup ils sont habitués depuis tout petit. C'est ça, voilà, on leur apprend au plus jeune âge, ouais. Hop, on a tout mis. Tac. C'est du fait maison, ça, du coup. C'est du fait maison, mais il faut que ça résiste au gorille, donc... il faut que ça soit un minimum solide. C'est ça. Ça leur est déjà arrivé de vous surprendre en trichant, en faisant un truc que vous n'auriez pas deviné pour aller chercher les friandises? Ils sont assez forts. Les gorilles aiment bien ne pas se prendre la tête, donc ces enriches-là, on les accroche. Mais vu qu'ils sont plus agiles que nous, ils vont le récupérer par le dessus, ils vont le poser, comme ça c'est beaucoup plus facile pour eux pour le récupérer. Donc ils sont très intelligents quand ils ont envie. Et voilà. Donc là du coup on va pouvoir aller installer tout ça et puis ensuite on va leur ouvrir pour qu'ils puissent s'amuser. Ok, on va observer tout ça. Donc là du coup on procède à l'installation, là on cache tous les enriches et puis après on ouvrira au gorille. Du coup c'est aussi l'heure du repas, donc là on en profite de cacher toute la nourriture sur l'île, où là ils vont faire une grosse phase d'exploration pour chercher leur nourriture. D'accord. Ils arrivent. Ah, les voilà. Agnès, j'ai ouvert si tu veux venir voir. Du coup il y a combien de mâles et de femelles ici? Alors on a un mâle adulte à Sato là qui arrive. Ah oui, on le différencie bien. Ouais. Voilà. Doigt argenté du coup. C'est ça. On a 3 femelles et après c'est que des jeunes. Des jeunes mâles? Alors on a 3 jeunes mâles et le reste c'est des femelles. D'accord. Et les gorilles vivent ce qu'on appelle en harem. Du coup c'est un mâle pour plusieurs femelles. Et ils vivent en famille avec les petits qui restent jusqu'à l'adolescence. Ouais, on va revoir un petit là justement. Ouais, c'est ça. Il a quel âge lui? Il va avoir 3 ans. 3 ans? Ouais. Ouais, donc ça grandit pas si vite que ça. Non, comme les humains. Ouais. Ça fait combien de temps un gorille? Une 50aine d'années et un jeune va vivre presque 10 ans avec son groupe. Ah oui, d'accord. Après vous êtes obligé de le séparer si par exemple c'est un mâle? Bah, nous, même une femelle, nous, ouais. Du coup en parc zoologique, ils partiront dans d'autres parcs pour fonder un nouveau groupe et devenir reproducteurs à leur tour. D'accord. Et comme tu vois, on a aussi des petits singes avec eux, des singes patas. Du coup, c'est une interaction sociale. C'est aussi une forme d'enrichissement du coup. Et c'est pas dangereux? Non, les ils gorilles. attaquent pas les petits singes? Non, les gorilles sont des animaux très pacifiques. Donc il n'y a aucun problème. On a justement des interactions entre les jeunes gorilles et les jeunes patas à jouer ensemble. Ouais, c'est ça. Ça doit être mignon à voir. Donc là, on a Sheila qui utilise très bien un petit bâton du coup pour. Qu'elle s'est faite elle-même du coup? Ouais, c'est ça. Ah oui. Ah, c'est vraiment ingénieux. Hein. Donc j'imagine qu'ils savent pas nager si vous avez mis de l'eau tout autour pour pas... Non, ils savent pas nager, mais ils ont pas peur de l'eau. Donc là, il y a 3 mètres de profondeur, ils voient pas le fond, donc ils essayeront même pas de traverser. D'accord. Mais comme je te l'ai dit en milieu naturel, s'il y a un cours d'eau où il y a qu'1 mètre de profondeur, ils vont sonder le sol. Et s'ils sentent qu'ils peuvent traverser, ils traverseront. Ça, c'est pas un souci. Et ils ont tous leur place? Alors là, c'est un repas free, donc là, ils font comme ils veulent. Et on fait aussi des repas placés où ça va être les moments où du coup,
en fonction des individus qui sont en pleine croissance, on va leur apporter plus de nourriture, tout ça. Là, on fait des repas placés où les doses sont pesées pour chaque individu en fonction de leur âge et de leurs besoins. Ah oui, d'accord. Et donc là, à ce moment-là, ils ont tous une place attitrée comme vous leur avez appris Ouais, c'est ça. Comme un peu nous à table. En général, on se met toujours à la même place. D'accord. Ça permet de donner telle portion à telle... C'est ça. Ok. Et ça évite d'avoir des conflits pendant ce repas-là, justement. Et ça mange combien de kilos par jour? À Sato, il peut manger jusqu'à 12 kg de feuillage et de légumes par jour. Finalement, tout le monde mange dans son coin, il n'y a pas de priorité à l'un à l'autre. Non, c'est pas le mâle qui mange en premier. C'est pas comme un lion sur sa proie, là il y a assez de nourriture pour tout le monde. Dans la nature, ils mangent principalement du feuillage, donc c'est ce qu'il y a de plus dans une forêt, donc il y a très rarement des conflits pour de la nourriture. Et vous avez des naissances tous les ans? Non, pas tous les ans, ça va être entre 3 et 4 ans entre chaque bébé gorille. Ah oui. Vu que du coup les jeunes doivent rester une dizaine d'années quasiment avec la mère, et l'allaitement c'est 3 ans minimum. D'accord. Donc pendant cette période, elle peut pas retomber enceinte. Non, parce que la charge de travail, d'éducation est trop importante. Ils s'occupent longtemps de leurs enfants finalement. Et Asato aussi a un rôle d'éducateur auprès des enfants aussi. Ah d'accord. Son premier rôle c'est d'être le protecteur, mais il a aussi un rôle d'éducation. Quand il y a des conflits dans le groupe, c'est à lui de gérer les conflits, de faire cesser les soucis. Et ils connaissent leur nom? Oui, ils reconnaissent leur prénom, ouais. Ok. Ils savent différencier aussi les visages des soigneurs, qui est qui? Oui. Chez les gorilles, la confiance est quelque chose de très important. Donc, ils ont leur soigneur attitré. Et un soigneur qui travaille aux éléphants ne pourrait pas venir s'occuper des gorilles parce qu'ils n'auraient pas confiance en lui, par exemple. Ah, donc ça doit être compliqué de commencer en tant que soigneur avec les gorilles. Un nouveau soigneur qui arrive, il en a pour 3 mois d'acclimatation et de formation auprès des gorilles. D'accord. Et vous êtes en mesure de savoir quand ils sont heureux, malheureux et auquel cas, du coup, de quelle manière? Un gorille qui serait mal dans sa structure, on verrait par ce qu'on appelle nous des stéréotypes. Ça va être des tics de se dépoiler régulièrement ou d'avoir des comportements qu'il n'aurait pas en milieu naturel du coup. Et du coup c'est tout le principe des enrichissements, justement de leur donner des réflexes qu'ils auraient dans le milieu naturel pour les occuper et ne pas... parce que tout l'enjeu en fait c'est qu'ils aient une occupation au maximum de leur journée. Dans la nature ils vont chercher leur nourriture 80% de leur temps. Du coup nous ce qu'on fait c'est pareil, c'est qu'on ne donne pas que 3 repas par jour, ils ont 6 repas fractionnés dans la journée pour qu'ils soient occupés toutes les 2 heures et ils ont une occupation régulière. D'accord. Et pourquoi vous avez séparé du coup avec les autres gorilles Les gorilles mâles, ouais. Du coup c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui se fait dans le milieu naturel. Un jeune mâle qui est dans son groupe vers l'âge de 10 ans, quand il est en âge de partir, et du coup lui il va partir tout seul, et vu qu'à cet âge-là il est encore trop jeune pour faire face au monde sauvage, ils vont sûrement se regrouper à plusieurs mâles, le temps de continuer à grandir. Parce que du coup, on dit que souvent un mâle va récupérer un groupe que vers l'âge de 15-16 ans. Donc ils ont 6 ans entre le moment où ils quittent leur groupe familial et le moment où ils vont devenir dos argenté dans un groupe. D'accord. Donc là, tous les mâles que vous avez dans l'autre enclos sont... Du coup, c'est pareil, des jeunes mâles qui étaient dans d'autres parcs d'Europe. Okay. Ils étaient trop grands pour rester dans leur groupe familial. Du coup, on les a accueillis et quand ils seront en âge d'aller dans un groupe familial, et du coup ils partiront d'ici pour fonder leur famille aussi. D'accord. Mais on ne peut pas avoir 2 dos argentés sur le même groupe, c'est pas possible. Ouais, sinon c'est la bagarre. C'est conflit assuré, ouais. Ils en viennent jusqu'à se tuer ou c'est juste... Dans le milieu naturel, ils sont à distance et du coup ils vont se taper la poitrine. Ouais. Et en fait là ils vont jauger leur corpulence. Et si un mâle sait que l'autre gorille est plus volumineux parce qu'il va faire plus de bruit sur sa poitrine, en général, ils vont même pas chercher à se battre parce qu'il va quitter le groupe et il va s'en aller de lui-même. Parce qu'ils savent que si c'est un combat, il y en a un des deux qui en ressortira pas vivant. En fait. Ah oui. Mais en parc zoologique, on n'a pas l'espace suffisant. Ouais, du coup, ils pourraient pas partir. On pourrait pas les faire cohabiter. Et finalement, ils font même pas attention aux visiteurs, j'ai l'impression. Non. Ils vivent comme si on n'existait pas. C'est ça. Asato, il fera jamais la sieste en pleine journée. Toute sa journée, il la passe à surveiller ce qui se passe. Même s'il n'y a jamais eu de danger dans sa vie Non. Il peut y avoir un veto qui passe dans l'allée et pour lui, c'est un danger. Un vétérinaire? Ouais. Ah oui, il voit ça comme un danger. Ah oui.
Du coup, quand les vétos viennent parfois les voir, ils bombent le torse, il fait du bruit. C'est ça, ouais. S'il estime parce qu'il sait qu'ils vont peut-être en endormir un. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils vivent en famille, donc c'est un noyau familial. Donc nous, quand il y a un gorille de malade qui doit y avoir une anesthésie, on doit le retirer du groupe. Et pour eux, c'est pas normal, quoi. Même s'ils savent qu'il est pas bien, ils savent pas ce qui peut arriver derrière, donc ils le prennent très mal. Ouais. Donc non, pour eux, les vétos sont pas associés à du positif pour les gorilles. Donc on a tous un travail de renforcement justement où ils viennent les voir dans les coulisses où les gorilles sont au niveau des grilles justement et où là on leur fait donner des récompenses positives aussi pour montrer que les vétos sont pas là que pour du négatif. D'accord. Puisque c'est aussi pas important qu'un veto vienne voir s'il y a une plaie, si elle est trop importante et là il faut faire une anesthésie ou si ça va et on va juste prodiguer des soins courants. Et à quel âge le mâle? Asato, il aura 30 ans ce mois-ci. C'est à partir de quel âge qu'il commence à laisser la place à un singe mâle plus jeune? En milieu naturel, je crois qu'on dit que c'est en moyenne 15 années à la tête d'un groupe. Et après, du coup, il repart seul, il finit sa vie seul? C'est ça, ou soit il arrive à retrouver un autre groupe ou il finit sa vie tout seul, ouais. Après, nous, en parc zoologique, ils vont vivre jusqu'à une 50aine d'années. C'est un peu moins en milieu naturel quand même. Et qu'est-ce que vous faites du coup des vieux mâles gorilles en parc zoologique? Nous, normalement, il est amené à vivre à vieillir avec ses femelles. D'accord, jusqu'à la fin de sa vie? Ouais. Il pourra quand même se reproduire jusqu'à la fin de sa vie? Non, nous, c'est pareil, nos femelles, là, on a 2 sur les 3 qui ont quasiment 40 ans, donc là, il n'y aura plus de reproduction sur ces femelles-là non plus. Ok. Et pourquoi les gorilles sont menacés? Il y a différentes causes, du coup, ils sont menacés par le braconnage. La déforestation. On les braconne pour quelle raison? La viande de brousse. D'accord. Puis malheureusement aussi la collection, le trophée. Et du coup, il y a eu des réintroductions qui ont été faites par le parc? Oui, on a réussi à faire une réintroduction de 2 femelles gorilles qui sont nées ici. Asato et le papa. Et malheureusement, il y en a une qui est décédée sur place suite à une blessure qui s'est infectée. Parce que le milieu naturel reste un milieu hostile et dangereux. Ouais. Mais on a une deuxième femelle qui s'est très bien acclimatée et là, ils lui ont amené un mâle. Et du coup, il y a eu des accouplements et on a eu la chance d'apprendre qu'il y a eu une naissance du coup. La première naissance en milieu naturel de 2 gorilles issus de zoo du coup. Exactement. Et merci beaucoup Antoine pour tes réponses très intéressantes. Et merci à toi. Je souhaite une bonne continuation à cette belle famille et puis bon courage pour la suite. Merci, avec plaisir. Merci, salut.